Elle était censée rester invisible. Ambre Roche, 23 ans, prodige de l'histoire de l'art devenue serveuse, n'avait qu'une seule mission à la Maison du Palais. Le restaurant le plus exclusif et le plus redouté de Paris, servir le vin, débarrasser les assiettes et disparaître. Mais ce soir, dans le salon privé, le plus prestigieux de l'établissement, Fabiano Pinto, l'homme d'origine sicilienne le plus craint du milieu parisien, s'apprête à signer un contrat de 150 millions d'euros afin de récupérer les domaines ancestraux de sa famille en Sicile. Le document semble parfait. Les experts jurent qu'il est authentique. L'encre est correcte. Le vieillissement aussi. Le sceau également. Sauf que non. Et Ambre, debout dans l'ombre avec une carafe d'eau et une mémoire photographique pour l'iconographie de la Renaissance, n'a qu'une seule chance de faire l'impossible, prononcer 6 mots en sicilien, capable d'arrêter une fraude catastrophique, de révéler une conspiration mortelle et de montrer que la serveuse invisible dans le coin en sait plus sur son héritage que ses propres historiens. La pluie de novembre sur Paris était théâtrale, donnant à la ville l'atmosphère d'un film noir. Sur l'avenue Montaigne, où les Bentley attendaient au feu rouge et où les portiers portèrent des gants blancs toute l'année, la Maison du Palais s'élevait en 5 étages de pierre claire et de pouvoir ancien. L'appeler un restaurant était techniquement exact, mais spirituellement insuffisant. C'était ici que les oligarques concluaient leurs accords, que les sénateurs scellaient des arrangements officieux, que des conversations absentes de tous les dossiers officiels se déroulaient autour de bouteilles à 400 €. Le code vestimentaire n'était indiqué nulle part, car si vous deviez le demander, vous n'étiez pas à votre place. Et au milieu de ce temple du pouvoir, chaque soir portant des plateaux et un uniforme qui ressemblait presque à un camouflage, évoluait Ambre Roche. À 23 ans, Ambre était devenue experte en effacement. Ses cheveux bruns étaient toujours tirés si serrés qu'ils lui faisaient pulser les tempes. Son uniforme chemise blanche, impeccable gilet noir, pantalon noir, ne souffrait jamais la moindre faute. Son expression restait agréable mais neutre. Elle glissait entre les tables comme de l'eau, comblant les vides, anticipant les besoins, ne réclamant jamais d'attention. Elle était invisible par nécessité, car si quelqu'un l'observait trop longtemps, il pourrait la reconnaître. 3 ans plus tôt, Ambre Roche avait été la plus jeune lauréate de la bourse Witt en études de la Renaissance italienne. Son mémoire sur les techniques de falsification dans les documents pontificaux du XVIe siècle avait été publié dans 2 revues académiques. Elle avait reçu des offres de recherche du Louvre du musée Jacques-Marandré et d'une fondation privée à Florence. Puis sa mère était tombée malade cancer du pancréas stade 4. Ladrée-Élise Roche ne croyait pas au pronostic de 6 mois. Elle croyait aux traitements expérimentaux coûtant 40 000 € par mois et non remboursés. Ambre avait fait un choix. Les bourses universitaires rapportaient 35 000 € par an. Les serveurs de la Maison du Palais gagnaient cette somme en 3 mois. Alors, elle avait disparu, elle avait cessé de répondre aux professeurs, ignoré les emails de Christie's Paris et Sotheby's, rangé ses diplômes dans un tiroir et mis un tablier à la place. C'était il y a 3 ans. Sa mère était toujours vivante, obstinément, coûteusement vivante, et Ambre était toujours invisible, jusqu'à ce soir. Roche. La voix de M. Benadetti, directeur du restaurant, avait le don de faire tourner une Hollandaise. Salon privé, 3e étage, 19 h. Monsieur Pinto ne tolère aucune erreur. Le nom ne disait rien à Ambre, ce qui prouvait qu'elle avait parfaitement réussi sa mission d'invisibilité pendant 3 ans. Le personnel de cuisine lui savait mieux, le sous-chef s'était signé en la prenant. À 18h45, Ambre se présenta au poste de sécurité du 3e étage. Un homme bâti comme un mur de béton la scanna au détecteur de métaux, vérifia sa pièce d'identité, puis la laissa passer sans un mot. Le salon privé était à couper le souffle plafond à caissons papier peint de soie fenêtre, dominant Paris
comme un royaume miniature. Une table unique, dressée pour 7 convives, trônait au centre. À 19 heures précises, Fabiano Pinto arriva. Il était plus jeune qu'elle ne l'aurait imaginé, la trentaine, mais possédait la présence physique de quelqu'un pour qui les costumes sur mesure servaient d'armure. Cheveux noirs, yeux sombres, traits méditerranéens, dignes d'un tableau du Caravage. Il se déplaçait avec la confiance de ceux à qui l'on n'a jamais dit non. Avec lui entra un entourage, un homme plus âgé aux cheveux gris acier, une femme dans la quarantaine portant une mallette et 2 hommes plus jeunes, clairement sécurité malgré leurs costumes impeccables. Ambre servit de l'eau plate, pas gazeuse, puis disparut dans l'ombre. À 19h15, les invités arrivèrent. Richard Stern américain, d'une 50aine d'années, costume, outrageusement cher sourire de prédateur. À ses côtés, l'adrée Giulia Santoro, italienne sévère, tenant un porte-document en cuir comme s'il contenait des codes nucléaires. « Monsieur Pinto », dit Stern, d'une voix de whisky tiède, mêlée de calcul froid. « Ce soir sera historique. » La poignée de main de Fabiano fut brève. « Montrez-moi. » Santoro déposa sa mallette sur la table avec la gravité d'un rituel. À l'intérieur niché dans une mousse d'archives se trouvait un document qui coupa le souffle d'ambre parchemin authentique, jauni couvert d'une écriture italienne dense, scellé d'une large empreinte de cire rouge, profond et finement ouvragé. La donation Pinto de 1485 annonça la Dure Santoro, signée par le pape Innocent VIII, confirmant les droits héréditaires de votre famille sur les domaines du Castello di Monteverde, en Sicile, authentifié par les archives du Vatican, l'Université de Bologne et la Société historique sicilienne. Ambre était censée disposer des assiettes à pain, mais tout son corps passa instantanément en alerte. Elle connaissait ce sceau papal. Elle avait passé 6 mois à étudier les bulles d'Innocent VIII pour son mémoire, au point de pouvoir dessiner ce sceau de mémoire. Et quelque chose n'allait pas. Sterling continua d'un ton fluide. Avec ce document, vous avez la base légale pour récupérer des biens estimés à 300 millions. Il ne vous reste qu'à signer le contrat et effectuer le virement. Rousseau, l'homme plus âgé, se pencha sur le parchemin et l'examina à travers ses lunettes. Tout semblait authentique, parce que les matériaux eux-mêmes, les terres vélin du XVe siècle, l'encre ferro-gallique, d'époque, la cire d'abeille ancienne. Mais le document lui était une fausse création. Ambre se souvenait parfaitement du protocole héraldique, sous la tiare, à 3 couronnes, les 2 clés croisées et la clé dorée, toujours orientée vers la droite dextère, du point de vue du lecteur. Ici, la clé dorée était orientée vers la gauche sinistre, un détail microscopique du genre que même les experts pouvaient rater, mais typique d'un faussaire travaillant d'après photo sans comprendre les règles symboliques. Quelqu'un avait pris un parchemin vierge authentique, ajouté du texte frauduleux, puis scellé le tout avec un sceau diocésain au lieu d'un sceau papal. Un mensonge brillant, presque parfait à 150 millions. Fabiano prit un stylo plume lourd en or, prêt à signer. Sterling glissa les documents devant lui. Une fois signé et transféré, le document est légalement à vous. Le stylo frôla le papier. Ambre avait 3 secondes pour décider si elle serait la serveuse invisible ou la chercheuse incapable de laisser passer une fraude historique. Elle entendit la voix de sa mère affaiblie par la chimio, mais indomptable. La vérité compte Ambre. Quand elle ne compte plus, nous cessons d'être humains. La pointe toucha presque la page, lorsqu'Ambre murmura « Aspetta un momento. Attendez un instant. » Le chuchotement claqua comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Tous les regards convergèrent vers elle. Les gardes glissèrent la main vers leur veste. Sterling se figea à l'adresse Santoro, resta interdite, et Fabiano reposa le stylo avant de se tourner vers elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, d'une voix douce et dangereuse. Le cœur d'Ambre battait à rompre, mais elle avança sortant de l'ombre.
Je suis la serveuse, dit-elle, puis en sicilien, la langue que sa mère lui avait apprise. La langue de la vérité, eisto, ce document est un faux. Le chaos éclata. Sterling hurla. Santoro suffoqua, les gardes bougèrent, mais Fabiano leva une main et tout s'immobilisa. Il la détailla comme une énigme. « Explique le sceau. » Ambre répondit d'une voix désormais stable. « Le sceau d'Innocent VIII suit une règle stricte. La clé dorée doit être orientée à droite. Le vôtre est orienté à gauche. Le sceau est réel, probablement de la bonne époque, mais c'est un sceau diocésain, pas papal. Quelqu'un a pris un parchemin authentique, a ajouté un texte falsifié et l'a scellé avec la mauvaise matrice. » Un silence de cristal tomba. Fabiano sourit légèrement, d'un sourire dangereux. « Et comment savez-vous cela ?» Ambre inspira. « Parce que, avant de servir de l'eau à vos invités, j'ai passé 4 ans à étudier la falsification papale à Columbia. Ma mère authentifiait des manuscrits pour le Vatican. Ce sceau est faux. » Fabiano se tourna vers Ladri Santoro. « Elle a raison ?» Les mains de la docteure tremblaient. Elle vérifia le sceau pâli et murmura « La clé dorée, elle est tournée à gauche. » La température sembla chuter. Fabiano examina le document à son tour, le reposa avec soin, puis fixa Ambre. « Quel était votre nom ?»« Ambre Roche. »« Amuretta, dit-il en sicilien. »« Petit amour. »« Assieds-toi. » Ce n'était pas une proposition. Fabiano fit signe à Rousseau. « Emmenez-les au sous-sol. Découvrez qui les envoie. » En un instant, Sterling et Santoro furent escortés dehors. Puis Fabiano servit du vin et poussa un verre vers Ambre. « Vous venez de me sauver 150 millions. Et probablement la vie. Buvez. » Elle but malgré ses mains tremblantes. Le vin était exceptionnel. « Pendant 3 ans, vous avez été invisible, dit-il. Ce soir, vous êtes sorti de l'ombre. Pourquoi ? Parce que la vérité comptait plus que ma sécurité. » Un éclat de respect passa dans ses yeux. « Que voulez-vous ? » Ambre Roche ? Mon travail. Le traitement de ma mère commence dans 2 semaines. Basta. Il sortit son téléphone, tapa quelques mots. « Vous ne travaillez plus pour Benedetti. Vous travaillez pour moi, authentification, collection, détection du mensonge. » Il se pencha légèrement. « J'ai besoin de quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Je ne suis pas un criminel. » Moi non plus, officiellement. Son sourire était affûté comme une lame. « Combien cela paie ?» L'avocate fit glisser une feuille. Le chiffre fit tousser Ambre. « Par semaine, » précisa Fabiano. « Avec couverture médicale totale. N'importe quel traitement, n'importe quel médecin, n'importe où. Et le prix, loyauté, vérité, même quand c'est inconfortable. » Ses yeux accrochèrent les siens. « Vous en êtes capable. » Ambre pensa à sa mère, aux factures, à 3 ans d'invisibilité, et à la décharge d'adrénaline ressentie lorsqu'elle avait vu la vérité arrêter le pouvoir. « Oui. » Fabiano tendit la main. « Benuta nella famiglia Amuretta. Bienvenue dans la famille. » Dehors, la pluie avait cessé. La ville scintillait, et Ambre Roche, invisible pendant 3 ans, était enfin terriblement glorieusement visible. 3 jours après qu'Ambre Roche eut cessé d'être invisible, elle se retrouva dans une suite de penthouse qui faisait paraître la maison du palais aussi modeste qu'une station de métro. Le bureau de Fabiano occupait tout le 42e étage d'une tour de la Défense, appartenant officiellement à une société écran immatriculée au Luxembourg. Les baies vitrées donnaient une vue sur Paris, qui ressemblait à un rendu CGI, ambitieux tour scintillante, rue presque trop propre pour être vraie. Le mobilier était du pur modernisme, milieu de siècle, chaque pièce valant plus qu'un prêt immobilier moyen. Tout était crème chrome glacé,
sauf la salle de conférence qui ressemblait à l'enfant illégitime d'un bunker et d'un musée. Les murs étaient couverts de vitrines climatisées, contenant des artefacts qui techniquement n'auraient pas dû se trouver hors du Louvre. Une esquisse attribuée à Bellini, ce qui ressemblait fortement à une étude perdue du Titien, une icône byzantine, qu'Ambre aurait juré avoir vu répertoriée comme disparue depuis 1943. Elle ne posa aucune question. C'était la règle numéro 1 de son nouveau poste, ne jamais demander d'où viennent les choses. La table de conférence était une énorme dalle de noyer noir, pouvant servir de piste d'atterrissage, entourée de 12 fauteuils en cuir, valant probablement plus que ses frais de scolarité à Columbia. À la tête siégeait Fabiano, dans un costume anthracite qui lui donnait l'air d'être sorti d'un portrait Renaissance, intitulé « Portrait du pouvoir incarné ». Autour de lui, Rousseau le concilière l'air de l'oncle dangereux de quelqu'un. Helena l'avocate avec sa tablette et son expression de calcul permanent. Deux gardes du corps dont Ambre ignorait les noms et suspectait qu'elle n'était pas censée demander. Et Marco, le traducteur parlant, silangue et nerveux, comme un lapin sous caféine. Et puis Ambre, 3 sièges plus loin, vêtue d'une robe gris colombe, qu'Helena avait miraculeusement trouvée dans sa taille exacte en moins de 18 heures, essayant très fort d'avoir l'air à sa place dans une pièce où le service à café coûtait probablement plus cher que les médicaments mensuels de sa mère. Qui achète des châteaux un mardi? Pensa-t-elle en observant Fabiano examiner des dossiers avec l'intensité d'un chirurgien face à une opération délicate. Et pourquoi a-t-il l'air sur le point de négocier un traité au lieu de commettre techniquement plusieurs formes de fraude? Ils sont en retard, grogna Rousseau en regardant une montre assez ancienne pour avoir une valeur muséale. Ils font une entrée spectaculaire, répondit Fabiano sans lever les yeux. Sa voix était calme, presque blasée. Sterling pense que le théâtre équivaut à la crédibilité. Sterling. Le nom fit se contracter l'estomac d'Ambre. Richard Sterling, le courtier, qui avait tenté de vendre à Fabiano la bulle papale falsifiée. Fabiano l'avait relâché après 12 heures d'entretien dans ce que Rousseau appelait pudiquement la salle d'interrogatoire du sous-sol. Sterling avait offert des informations extrêmement détaillées sur ses fournisseurs, en échange de conserver tous ses doigts. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, Sterling revenait avec une nouvelle proposition, un meilleur accord, une opportunité à 200 millions censée tout changer, selon l'email enthousiaste qu'Helena avait montré à Ambre ce matin. « Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois et je suis visiblement Fabiano Pinto », pensa Ambre avant de se sentir coupable. Elle était littéralement payée une fortune obscène pour s'assurer qu'il ne se ferait pas tromper 2 fois. À exactement 14h21, l'ascenseur sonna. Les gardes se raidirent. Fabiano ne leva même pas les yeux. Richard Sterling entra comme s'il arrivait à son propre couronnement parfum trop cher dents trop blanches. Avec lui, un nouvel expert Paladre Santoro, qu'Ambre soupçonnait d'avoir été vivement encouragé à prendre sa retraite. Celui-ci était le professeur Edmund Ashford, septuagénaire référence d'Oxford, 3 décennies de publication et un CBE de la reine. Derrière eux, un caisson de sécurité de la taille d'un petit cercueil roulait silencieusement. « Monsieur Pinto », ronronna Sterling en tendant la main. Fabiano la serra avec exactement la pression nécessaire pour signifier la civilité sans aucune chaleur. « Merci pour cette seconde chance. Après notre malentendu, j'ai fait preuve d'une prudence extraordinaire. »« Montrez-moi », dit Fabiano. Le professeur Ashford s'éclaircit la gorge avec l'autorité d'un homme qui a passé sa vie à parler à des auditoires obligés de l'écouter. « Monsieur Pinto, ce que je m'apprête à vous présenter est peut-être le document historique le plus important lié à votre famille découvert depuis un siècle. » Super, pensa Ambre. On commence par de l'hyperbole. Toujours prometteur. Avec une précision théâtrale, Ashford ouvrit le caisson. À l'intérieur posé sur du velours bordeaux
se trouvait un manuscrit qui coupa le souffle d'Ambre malgré son cynisme. Un codex relié, une trentaine de pages du vélin jauni, couleur crème ancienne, une reliure de cuir craquelée par les siècles. La couverture portait un sceau embossé un lion couronné tenant une épée, entouré de textes en gothique élaborés. Le Codex Pinto, annonça Ashford, compilé en 1478 par le notaire sicilien Giovanni de Massina, documentant 3 générations de concessions de terres d'alliance matrimoniale et de dispenses papales accordées à la famille Pinto. Ce n'est pas seulement un titre foncier, c'est un dossier généalogique et juridique établissant votre revendication légitime au duché d'Altavilla, y compris la forteresse de Castello et environ 40 000 acres de territoire sicilien. Ambre rechargeait des verres d'eau avec l'invisibilité qu'elle avait perfectionnée pendant 3 ans. Mais ses yeux restaient fixés sur le manuscrit. Il était magnifique. La calligraphie était authentique. Un vrai travail du 15e siècle. Elle le voyait dans le rythme des lettres, dans la façon dont les traits se rejoignaient. Le vélin était réel vieilli, comme seuls les siècles pouvaient le faire. Mais quelque chose n'allait pas. La provenance, intervint Sterling d'un ton onctueux, est impeccable, récupérée dans la bibliothèque privée du marquis de Palermo, dont la famille a été gardienne des archives nobiliaires siciliennes pendant 4 siècles. Le professeur Ashford a passé 8 mois à l'authentifier. Ashford hocha la tête avec la gravité de Moïse présentant les tables. La datation carbone situe le vélin entre 1465 et 1485. L'encre est ferro-gallique, conforme à la période. La technique de reliure correspond à la fabrication sicilienne du 15e siècle. J'ai des analyses moléculaires, des données spectroscopiques, des comparaisons paléographiques. Qui a besoin d'un château à ce point-là, pensa Ambre, regardant Fabiano, dont le visage restait parfaitement impassible, pendant que Sterling annonçait un prix à 8 chiffres. Attendez, 40 000 acres en Sicile. Ce n'est pas un château, c'est un petit pays avec de très bonnes pâtes. Rousseau feuilletait le codex avec des gants blancs, visiblement impressionné. Écriture sicilienne de chancellerie, fin du Quattrocento. Précisément, rayonna Ashford. La main d'Ambre se figea en plein geste. L'inscription sur le sceau, le texte entourant le lion couronné, elle l'avait lu presque inconsciemment, tout en faisant semblant de ne pas regarder. Sigillum familiar de Pinto Duce Altavilla Sceau, de la famille Pinto Dux d'Altavilla. C'était du latin, propre du latin de Manuel, et complètement incorrect. En Sicile, au XVe siècle surtout, dans les sceaux officiels liés aux familles nobles, la langue n'était jamais un latin scolaire pur. C'était un latin hybride, mêlé de vernaculaire sicilien, reflétant le mélange normand arabe et italien qui définissait la noblesse sicilienne. Un vrai sceau de 1478 aurait utilisé au lieu de des orthographes sicilianisées, des marqueurs linguistiques propres à l'île. Celui-ci utilisait un latin standard, le genre de latin qu'un faussaire emploierait s'il l'avait appris dans un manuel, plutôt qu'à partir de documents siciliens réels du XVe siècle. Un détail minuscule, microscopique, exactement ce que quelqu'un comme le professeur Ashford, malgré ses titres et son analyse moléculaire, pouvait manquer s'il avait étudié toute sa vie l'anglais et l'italien, mais pas spécifiquement le sicilien médiéval. Le cœur d'Ambre s'emballa. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle reposa la carafe. « Ne dis rien », la voix rationnelle en elle hurlait. « Tu travailles ici depuis 3 jours. Sterling se méfie déjà de toi après l'affaire de la bulle papale. Si tu te trompes, tu as l'air stupide. Si tu as raison, tu humilies un professeur d'Oxford et tu fais exploser un contrat de 200 millions. » Fabiano tendait la main vers son stylo. Sterling glissait le contrat sourire triomphant. « Le sceau est faux, disait l'instinct d'Ambre. Le latin est trop propre. C'est une falsification.
Mais elle n'avait que 3 jours d'emploi, 3 jours à pouvoir payer les traitements de sa mère, 3 jours où elle n'était plus invisible. Si tu te trompes, tu perds tout. Si tu as raison et que tu te tais, tu n'es pas la chercheuse que ta mère a élevée. Tu es juste quelqu'un qui laisse un mensonge vivre parce que la vérité dérange. Le stylo s'ouvrit dans un clic net. Le son résonna comme un tonnerre. La pointe toucha le papier. La bouche d'Ambre s'ouvrit et la pièce se figea, attendant que la fille invisible parle. Non è vero, è falso. Ce n'était pas vrai. C'était faux. Les mots sortirent avant que son cerveau ne puisse les retenir. 5 mots en italien éclatèrent dans la salle de conférence comme une grenade assourdissante. Le temps ne ralentit pas, il s'arrêta net. Le sourire de Sterling resta figé. La main du professeur Ashford demeura suspendue. Rousseau verrouilla Ambre du regard, comme un tireur d'élite, et les gardes glissèrent simultanément les mains vers leurs vestes dans un mouvement terrifiant de précision. Fabiano, lui, s'était simplement immobilisé le stylo, à quelques millimètres du papier. Le silence était si total qu'Ambre entendait son cœur résonner dans ses oreilles, le bourdonnement du système de ventilation, et même la respiration coupée de Sterling, comme s'il venait de voir une bombe rouler sous sa chaise. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Puis Fabiano parla, une voix douce du genre qui faisait avouer des crimes à des hommes innocents. Chi a parlato, qui a parlé. Personne ne bougea. Les jambes d'Ambre étaient en de l'eau, ses mains tremblaient, à tel point qu'elle dut s'agripper à la carafe. Tout en elle criait de se taire, de disparaître, mais elle avait déjà sauté. « Moi », dit-elle d'une voix beaucoup trop fragile. Fabiano tourna la tête lentement, méthodiquement, comme une tourelle de canon. Son regard la traversa comme une lame froide. « Ripti, répète. J'ai dit que ce n'était pas vrai, que c'était faux. » La pièce éclata. Sterling bondit son vernis de politesse, craquelant instantanément. « C'est absurde, Monsieur Pinto, cette fille est clairement... » Silence. La voix de Fabiano trancha le chaos comme une lame dans de la soie. Tout s'arrêta. Ses yeux restaient fixés sur Ambre. « Spiega, explique. » Le cerveau d'Ambre criait, mais il était trop tard. « Désolé, » commença-t-elle, essayant d'avoir l'air professionnel et échouant lamentablement. « Mauvaise habitude, je corrige compulsivement la grammaire des gens. On me dit que je suis insupportable en soirée. » Un éclat indéfinissable passa dans les yeux de Fabiano, amusement ou menace difficile à dire. « Le sot », continua Ambre en brandissant la carafe comme un support émotionnel. L'inscription autour du lion est en latin. « Évidemment, » répliqua Ashford outré. « Pas en latin sicilien », coupa Ambre, ce qui était soit très courageux, soit suicidaire. Au XVe siècle, la Sicile mélangeait latin normand, arabe et italien. Les sceaux nobles utilisaient un latin hybride, jamais un latin académique parfait. Votre sceau dit de Pinto, construction trop formelle. Un vrai sceau aurait écrit, dit Pinto, avec orthographe et marqueur linguistique sicilien. Le vélin est peut-être authentique. L'encre aussi. Mais la langue est fausse. C'est une falsification créée avec de vrais matériaux. Le silence qui suivit était assez dense pour briser une pierre. Sterling finit par retrouver sa voix. « C'est ridicule. » Le professeur Ashford est un expert mondial. « Je connais vos travaux, professeur, » dit Ambre, sa peur se transformant étrangement en assurance. « Brillant vraiment. Votre travail sur les documents Tudor est exceptionnel. Mais combien de sceaux nobles siciliens avez-vous authentifiés? » Ashford vira du rose au rouge. « J'ai examiné des documents de Florence, Venise, Rome. »« Pas sicilien, » termina Ambre.
Elle se tourna vers Fabiano, qui la fixait avec l'attention dangereuse d'un prédateur évaluant sa proie. La Sicile n'était pas l'Italie au XVe siècle. Langue différente, culture différente, tradition différente. Un faussaire s'inspirant de modèles italiens n'aurait pas pu le savoir. Il aurait utilisé du latin formel, comme ici. Mais les sceaux siciliens étaient différents. Rousseau avait saisi le codex et examinait désormais le sceau avec un regard nouveau. Il sortit son téléphone, tapa quelques mots, attendit une réponse. Son expression se durcit. « Capot », dit-il calmement. « Elle pourrait avoir raison. » Le masque de Sterling se fissura enfin. « C'est ridicule. Vous allez croire une serveuse plutôt que l'un des meilleurs d'Oxford. »« Ancienne serveuse », corrigea Ambre parce qu'apparemment son instinct de survie avait décidé de prendre congé. Actuellement, correctrice grammaticale professionnelle. Les lèvres de Fabiano frémirent pas tout à fait, un sourire, mais presque. Il se tourna ensuite vers le professeur Ashford avec une expression qui fit chuter la température de 10 degrés. « Professeur, avez-vous personnellement vérifié les schémas linguistiques de l'inscription du sceau en les comparant à des documents siciliens authentifiés du XVe siècle? » Ashford ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Le sceau correspondait au style général de la période. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Les épaules du professeur s'affaissèrent. « Non, je ne l'ai pas comparé spécifiquement à des modèles siciliens. » Fabiano posa son stylo avec la finalité d'un marteau de juge. « Alors, nous avons un problème. » Sterling tenta une dernière carte. « Monsieur Pinto, vous n'allez tout de même pas laisser. » La voix de Fabiano fut polaire. « Emmenez votre codex, votre expert, et sortez de mon immeuble avant que je ne décide que la tentative de fraude mérite une réponse plus définitive que l'embarras. » Sterling et Ashford se ruèrent vers le caisson, comme des condamnés venant d'obtenir un sursis inattendu. Les gardes les escortèrent jusqu'à l'ascenseur avec la douceur qu'on réserve au bétail allant vers l'abattoir. Les portes se refermèrent et un silence écrasant envahit la suite. Ambre réalisa qu'elle était toujours debout, uniquement grâce à une combinaison de volonté pure et d'intervention divine. Ses jambes ressemblaient à des spaghettis trop cuits. Fabiano pivota complètement vers elle. Rousseau la regardait avec un respect nouveau. Elena affichait un petit sourire au coin des lèvres. « Donc, » dit Fabiano d'un ton presque léger, « tu viens de me faire perdre un accord à 200 millions. » « Je viens de vous éviter une fraude à 200 millions, » corrigea Ambre, regrettant immédiatement d'avoir ouvert la bouche. « Tais-toi, Ambre. Tais-toi. Tu as interrompu une négociation. J'ai corrigé une erreur grammaticale. Tu as humilié un professeur d'Oxford. Il s'est humilié lui-même en ne faisant pas ses devoirs. » Fabiano se leva et les instincts de survie d'Ambre hurlèrent en enfin. Il avança vers elle avec la nonchalance d'un homme habitué à ce que les obstacles disparaissent d'eux-mêmes. Il s'arrêta juste devant elle, assez près pour qu'elle doive lever le menton pour maintenir le contact visuel, assez près pour qu'elle sente son parfum, quelque chose de subtil, d'infiniment cher. « Amuretta, » dit-il doucement, « as-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? » « Vous faire économiser de l'argent, » tenta Ambre. « Démontrer ma valeur en tant qu'employé. Potentiellement signer mon arrêt de mort. » Il sourit alors. Un vrai sourire. Celui qui transformait son visage de dangereux à dévastateur. « Tu viens de prouver que tout le monde dans cette pièce, moi inclus, aurait tort de jamais te sous-estimer. » Il se tourna vers Rousseau. Double son salaire. Capot duplica, double, et découvre qui fournit ses falsifications. Quelqu'un devient très bon pour utiliser des matériaux authentiques. Je veux savoir qui. Rousseau hocha la tête et fondit sur son téléphone. Fabiano se tourna vers Ambre.
Tu as un talent pour rendre les hommes puissants ridicules. Est-ce que ça va me faire tuer? Un jour, probablement. Son sourire devint tranchant. Mais pas par moi. Par moi, tu vas être promu. Les jambes d'Ambre cédèrent enfin. Elle s'effondra sur la chaise la plus proche. Grazie a Dio, merci mon Dieu. Ne le remercie pas encore, dit Fabiano. Tu le remercieras quand on aura trouvé qui fabrique ces faux, parce que demain, on part à la chasse. Et Ambre comprit que figer le temps était facile. Vivre avec les conséquences serait la vraie épreuve. Le bureau où Fabiano la conduisit n'était pas un bureau. C'était une déclaration. Baies vitrées, du sol au plafond sur la scène mobilier, digne d'un musée de design, un immense bureau taillé dans un seul morceau de noyer noir, nécessitant probablement sa propre assurance. Tout était angle net, ligne pure, l'esthétique d'un homme qui avait éliminé toute douceur de sa vie, par nécessité. Fabiano ferma la porte. Le clic de la serrure résonna comme un coup de feu. La confiance d'Ambre s'évapora instantanément. Elle se retrouva seule avec un homme dont la carte de visite aurait pu simplement dire « Problème résolu » en superbe police serif. « Assieds-toi », dit-il, en désignant l'un des deux fauteuils en cuir. Ambre obéit. Le fauteuil était obscènement confortable, ce qui rendait tout encore pire. « Au moins, si je suis sur le point de mourir, je mourrai avec un très bon soutien lombaire », pensa-t-elle hystériquement. Fabiano ne s'assit pas derrière le bureau, la position de pouvoir traditionnelle. Au lieu de s'asseoir derrière le bureau, Fabiano prit place dans le fauteuil, juste à côté du sien, légèrement tourné, pour pouvoir observer son visage assez près, pour qu'Ambre distingue la fine cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. La précision millimétrée de sa coupe de cheveux et les boutons de manchette en or qui coûtaient probablement plus cher que les médicaments mensuels de sa mère. Donc, dit-il d'un ton presque léger, Ambre Roche, diplômée de Columbia boursière, 8 chercheuse publiée, et un trou de 3 ans dans ton CV où tu as complètement disparu. Tu veux m'expliquer? Pas vraiment, répondit Ambre puis grimaça. Désolé. Réflexe. Mon thérapeute dit que j'utilise le sarcasme comme mécanisme de défense. Ton thérapeute a raison. Son expression ne bougea pas. Réponds. Ambre inspira. Ma mère est tombée malade. Cancer. Les traitements n'étaient pas couverts. Les bourses universitaires paient l'équivalent d'un régime de famine. La maison du palais payait un vrai salaire. Les maths, c'est les maths. Alors, tu as abandonné une carrière brillante pour servir du vin à des gens incapables de distinguer un Caravage d'un calendrier. J'ai abandonné une carrière brillante pour garder ma mère en vie, répliqua Ambre plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Désolé si ça ne correspond pas au mythe de la génie tragique. J'ai fait un choix. Je le referai. Quelque chose changea dans ses yeux, pas tout à fait du respect, mais une compréhension silencieuse de ceux qui ont dû choisir entre deux impossibilités. Et maintenant, tu travailles pour moi, dit-il. À faire exactement ce pour quoi tu as été formé, en gagnant plus que tu n'aurais jamais gagné dans le milieu académique, avec une meilleure couverture médicale que n'importe quelle université ne t'aurait offerte. Il inclina légèrement la tête. Ça te dérange? Le fait de travailler pour quelqu'un clairement impliqué dans des activités criminelles, demanda Ambre, ou le fait que je sois manifestement très doué pour ça? Les deux. Elle hésita à mentir à offrir une réponse, moralement noble, puis réalisa qu'un homme comme lui avait probablement fait tuer des gens pour des mensonges bien plus petits. « Oui, dit-elle simplement. Ça me dérange, mais pas assez pour arrêter. Ma mère est vivante grâce à cet argent. Je peux vivre avec l'ambiguïté morale, si elle peut vivre elle. » Fabiano la fixa longuement, puis se leva. Alla chercher un portfolio en cuir et le posa devant elle. À l'intérieur, un document ancien du 15e siècle, parchemin jauni. Écriture, palisseau élaboré.
Lisse, dit-il. Ambre se pencha. Son cerveau de chercheuse se mit en marche automatiquement. L'écriture était complexe, latin, abrégé mêlé d'italien médiéval, un hybride linguistique que seules des années de formation permettaient de déchiffrer. C'est un transfert de propriété, dit-elle lentement, daté de 1463. Une vigne près de Montelsino, transférée de la famille Salvi à... Elle s'arrêta, examinant la signature. À un certain Pinto, votre ancêtre. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père sur 13 générations, précisa Fabiano. Et là, Lisa. Elle plissa les yeux. L'encre avait été restaurée maladroitement, mais sous la couche abîmée, elle distinguait encore les traces du texte original. Cum terris reditibus et pertinentis, avec terre revenu et dépendance. Langage standard du 15e siècle. Elle releva les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai payé 3 millions pour ce document, dit-il d'un ton neutre. Et 3 experts m'ont assuré qu'il était authentique. Il l'est. Ambre sentit sa pulsation accélérer. Un test. Tout était un test avec lui. Elle observa le sceau, les motifs d'encre, la fluidité du texte. Puis elle remarqua une micro-anomalie, un espacement légèrement irrégulier, une différence subtile dans la densité de l'encre. Le document est authentique, dit-elle prudemment. Mais il a été modifié. Elle indiqua une zone vers le bas. Ce passage a été ajouté probablement au XVIIIe ou au XIXe siècle. Il parle de droits miniers. Or, ces droits n'étaient juridiquement pertinents qu'après les réformes des années 1700. Le document original n'aurait jamais mentionné ça. Vous avez payé 3 millions pour un acte authentique, que quelqu'un a amélioré pour le rendre plus rentable. Le visage de Fabiano ne changea pas, mais l'air de la pièce se déplaça comme un prédateur, identifiant enfin une proie à sa hauteur. Comment peux-tu le dire? L'encre ajoutée a une composition légèrement différente. Sous grossissement, on le verrait immédiatement. Elle essaie d'imiter l'original, mais la signature chimique a 50 ans d'écart. Et l'écriture est trop parfaite, un faussaire essaye toujours trop fort de copier la main d'un scribe. Un vrai scribe fait des variations inconscientes. Là, c'est trop uniforme. Elle se recula. Donc, félicitations. Vous possédez un acte foncier authentique du 15e siècle, avec des ajouts d'allais frauduleux du 18e. Ça vaut peut-être 500 000. Pas 3 millions. Fabiano la regarda un long moment, puis dit doucement « Je savais que tu étais doué. » « Je ne savais pas que tu étais aussi doué, » dit Fabiano. « C'est le moment où tu demandes un remboursement. » « Non. C'est le moment où je réalise que tous ceux qui m'ont vendu des documents historiques vont passer une très mauvaise semaine. » Il sourit un sourire, loin d'être amical. « À partir de demain, tu vas examiner chaque acquisition que j'ai faite depuis 10 ans. Ça va prendre des mois. Oui. Je reçois une prime de risque. Tu continues de respirer. C'est déjà plus que ce que j'accorde à ceux qui me coûtent 2-5 millions. Techniquement, ce n'est pas moi qui vous ai coûté cet argent. Ne joue pas sur les mots Ambre. Jouez sur les mots, corrigez les détails, exposez les faux. C'est littéralement ce que je fais de mieux. » Pour la première fois, Fabiano éclata d'un vrai rire, un son qui rendit son visage presque humain. « Tu es soit la femme la plus courageuse de Paris, soit la plus suicidaire. Je suis rigoureuse jusqu'à l'autodestruction, c'est un style de personnalité. » Le moment resta suspendu entre eux, chargé d'une tension électrique qui pouvait basculer vers la violence ou quelque chose d'aussi dangereux. Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas juste du respect, c'était la reconnaissance de quelqu'un qui savait que la vérité avait un prix et qui la payait quand même. La porte s'ouvrit brutalement. Rousseau entra téléphone en main, visage fermé. Capot, Spariti.
Ils ont disparu. Fabiano se figea. Sterling et Ashford. On avait des hommes derrière eux. Ils sont montés dans une voiture, 3 rues plus loin, elle était vide. Extraction professionnelle. Pire, ajouta Rousseau. Le codex laissé derrière, il contient un dispositif de localisation. Quelqu'un voulait savoir exactement où il se retrouverait. Le froid tomba dans la pièce. Ils n'essayaient pas de me tromper, dit Fabiano lentement. Ils essayaient de surveiller ma collection, ou de localiser. Un point rouge apparut soudain sur la vitre. Derrière son bureau, glissa sur le fauteuil qu'il occupait quelques minutes plus tôt, puis se fixa sur la poitrine d'Ambre. Le temps se brisa. Fabiano la projeta au sol avec une vitesse inhumaine, au moment où la fenêtre explosa en une pluie de verre. Une balle traversa l'espace où se trouvait sa tête, un battement plus tôt frappant le mur avec un bruit épais et violent. 2 autres tirs suivirent, étouffés mais précis, un fusil à silencieux. Sniper! De l'autre côté du fleuve, hurla Rousseau en se jetant derrière le bureau. Fabiano tira Ambre sous le meuble, son corps protégeant le sien. Elle sentait son cœur contre elle, l'odeur de poudre et de parfum cher, sa respiration maîtrisée, comme si cette scène était familière. « Ça va ?» demanda-t-il calmement. « Défini, ça va. Je ne suis pas blessé, mais on me tire dessus. Donc, j'hésite. » Il eut presque un sourire. Son téléphone vibra. Son visage se durcit encore. Il lui montra l'écran. « La fille en a trop vu. La prochaine fois, on ne la manquera pas. » Ambre sentit une vague glacée la traverser. Quelqu'un ne voulait pas seulement empêcher Fabiano d'acheter les faux. Quelqu'un voulait savoir où il gardait sa collection. Et quelqu'un venait d'essayer de la tuer. « Donc, dit-elle d'une voix tremblante, quand vous parliez de prime de risque, c'était littéral. » Fabiano eut un rire sombre. Bienvenue dans les affaires de famille Amuretta. À l'extérieur, les sirènes hurlèrent déjà, et Ambre comprit que stopper une fraude à 200 millions était facile. Survivre à ce qu'il avait imaginé serait bien plus compliqué. Être prise pour cible? Découvrit-elle n'avait rien de cinématographique. La fenêtre n'avait pas fissuré. Elle avait explosé comme 1000 chandeliers. La balle n'avait pas sifflé. Elle avait déchiré l'air comme un tissu, et il n'y avait rien de gracieux dans la manière dont Fabiano l'avait plaqué derrière le bureau pendant que ses poumons oubliaient comment fonctionner. « Restez au sol !» hurla Rousseau alors qu'une autre vitre volait en éclats. Il bougeait déjà une arme à la main, aboyant des ordres en italien. Les gardes apparurent comme des ombres armées se déployant avec une précision militaire. Et probablement quelques crimes de guerre à leur actif. L'un des gardes parlait au téléphone immeuble en construction rive. Opposé, tireur embusqué, pendant que l'autre restait accroupi à la fenêtre, scrutant le fleuve avec une précision glaciale. Et Ambre se retrouvait plaquée au sol sous un patron de mafia. La joue contre du marbre italien horriblement cher, son cerveau oscillant entre « tu vas mourir » et ce sol est étonnamment confortable. Fabiano demanda calmement combien de tirs. Le garde répondit 3 calibres lourds professionnels. Impossible de riposter à cette distance 500 mètres au moins. Et un nouveau tir explosa la vitre si près qu'Ambre sentit l'air chaud lui effleurer les cheveux, poussant un bruit pitoyable de demi-cri, tandis que Fabiano lui murmurait de respirer lentement, alors qu'elle protestait qu'on ne peut pas être bien quand on se fait tirer dessus, ce qui lui valut un rire bref de sa part. Rousseau hurla qu'il devait bouger immédiatement, avant qu'un deuxième tireur n'apparaisse pas d'ascenseur direction escalier. Fabiano agrippa Ambre, lui ordonnant de rester derrière lui, et ils descendirent en formation serrée jusqu'à ce que Rousseau reçoive un appel confirmant que le hall était tenu par 2 ou 3 hommes en configuration professionnelle et qu'il fallait passer par la sortie cuisine menant au restaurant vietnamien voisin. Un bruit sourd annonça des poursuivants dans l'escalier. Rousseau ordonna de courir
et ils débouchèrent dans un couloir humide saturé de citronnelle, avant de traverser une cuisine en plein service où Rousseau cria « Police judiciaire » avec un badge très convaincant, déclenchant la dispersion immédiate du personnel avant qu'ils n'atteignent une lourde porte métallique ouvrant sur une ruelle détrempée, éclairée de néons, et qu'ils se précipitent vers une Mercedes noire, déjà moteur allumé. Rousseau poussa Ambre dans la voiture. Fabiano la suivit et le véhicule démarra brutalement. Ambre fut projetée contre Fabiano, dont le bras la retint, tandis que Rousseau rapportait 2 tireurs, confirmé une équipe professionnelle dissoute à l'arrivée de la police. Nos hommes à leur poursuite, puis il pâlit. Écouta serra la mâchoire et annonça d'une voix sombre. Sterling et Ashford, on les a trouvés. Les 2 hommes étaient morts exécutés, d'une balle dans la tête il y a environ 1 heure abandonnés dans un parking à Queens. La température dans la voiture chuta. Donc, ils n'étaient jamais les cerveaux, dit Fabiano lentement. De simples livreurs. Et celui qui les a engagés a effacé les témoins dès que l'affaire a échoué. Ce qui signifie, ajouta Rousseau d'une voix sombre, que quelqu'un a su en quelques minutes qu'Ambre avait stoppé la transaction. Quelqu'un observait, quelqu'un de proche. Le cerveau d'Ambre, alimenté uniquement par l'adrénaline et le choc, comprit enfin la portée de tout ça. Attendez, ils ont essayé de me tuer parce que j'ai repéré la falsification. Ça veut dire qu'ils voulaient vraiment que vous acceptiez ce document pas pour l'argent. Si c'était juste une arnaque, ils auraient disparu avec la compte. Mais ils sont restés. Ils ont envoyé un sniper. Elle regarda Fabiano. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce document qui valait la peine de tuer? Son expression devint dure. C'est toute la question, n'est-ce pas? La voiture prit une bretelle, longeant les quais les vitres striées de pluie. À travers le verre, Ambre voyait Paris magnifique, étincelante, totalement indifférente au fait qu'on avait tiré sur elle, il y a environ 7 minutes. Donc, dit-elle, la voix seulement un peu tremblante. Sur une échelle, allant de risque professionnel à « on devrait peut-être planifier mes funérailles », je dois m'inquiéter à quel niveau? Fabiano la regarda vraiment, comme s'il voyait soudain quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Tu viens de survivre à une tentative d'assassinat professionnel. La plupart des gens seraient en larmes ou en état de choc. La plupart des gens n'ont pas grandi avec une mère qui pensait que la conversation idéale au dîner, c'était « discutons des méthodes utilisées par les empoisonneurs médiévaux pour éviter la détection ». Ambre inspira difficilement. Et je vais absolument m'effondrer plus tard. Là, je fonctionne à l'adrénaline et au choc. Reposez-moi la question dans 1 heure quand mon cerveau se souviendra comment ressentir des émotions. Malgré tout, il sourit. Tu es remarquable. Je suis un désastre tenu debout, grâce à des dettes étudiantes et du dépit. Ça aussi, dit-il. La voiture entra dans un parking souterrain, privé avec scanner biométrique et caméra partout. Ils descendirent 3 niveaux. « Safe house », expliqua Rousseau, les doigts courants sur son téléphone. Personne ne connaît cet endroit, sauf la famille proche. On se regroupe, on identifie qui veut nous tuer et on agit. La voiture s'arrêta. Tout le monde descendit avec la rapidité de gens pour qui c'était la routine. Les jambes d'Ambre cédèrent, presque Fabiano rattrapa son bras. « Doucement », murmura-t-il. « Je vais bien », mentit Ambre, avant que son filtre mental, apparemment détruit par la mort imminente, ne lâche totalement, donc voilà. Premier rendez-vous absolument génial, largement au-dessus des attentes. 5 étoiles, je recommande. Fabiano la fixa 1 seconde, puis éclata de rire, un vrai rire qui résonna dans le béton. Premier rendez-vous. Vous m'avez offert du vin. On a eu une conversation au dîner. Quelqu'un a essayé de nous tuer. C'est quasiment un premier rendez-vous typique à Paris, non? Dio, grogna Rousseau.
Capo, elle est folle. Elle est en état de choc, corrigea Fabiano, mais ses yeux étaient chaleureux. Et elle a raison. Ça se passe très bien. Il garda sa main sur son bras, alors qu'ils avancèrent vers une porte en acier sans marque. Son contact était stable, ancré la seule chose qui empêchait Ambre de dériver entre panique et humour déplacé. « Ambre, dit-il doucement juste pour elle, il faut que tu comprennes quelque chose, que je vais probablement mourir, que tu es la seule à avoir vu ce qui clochait dans ces documents, la seule témoin en qui je peux avoir confiance. Tous les autres mes experts, mes conseillers, ma famille peuvent être compromis. Mais toi, tu n'as aucune raison de me mentir. Aucun agenda à part la survie et la vérité. C'est une base terrible pour la confiance. C'est la seule base valable. » Son étreinte se resserra légèrement. « Jusqu'à ce qu'on découvre qui est derrière tout ça, tu ne quittes pas ma vue. » Compris. Ambre aurait dû paniquer, demander à rentrer chez elle, quitter ce travail insensé, redevenir invisible. Au lieu de ça, elle regarda cet homme dangereux, complexe, qui venait de risquer sa vie pour protéger la sienne, et répondit, compris. La porte d'acier s'ouvrit sur un escalier plongeant sous terre, plus profondément dans son monde. Et Ambre Rogers, érudite et ex-serveuse, suivit Fabiano Pinto dans l'obscurité parce que la vérité méritait d'être protégée, même si cela devait la tuer. Le Safe House n'était pas une maison, c'était une forteresse déguisée en luxe. Le penthouse occupait tout l'étage supérieur d'un immeuble de Île de la Jatte, le genre d'adresse qui n'apparaît sur aucun GPS et exige 3 autorisations de sécurité pour simplement accéder à l'ascenseur. L'intérieur semblait conçu par quelqu'un qui avait regardé trop de films d'espionnage et disposait d'un budget illimité pour transformer ses fantasmes en réalité. Les fenêtres blindées, les portes en acier renforcées. Une panic room dissimulée derrière ce qui ressemblait à une cave à vin et des meubles à la fois confortables et stratégiques. Tout était placé avec des lignes de vue parfaites. Rien n'obstruait une sortie. « Laisse-moi deviner », dit Ambre, observant l'endroit avec la fatigue résignée de quelqu'un dont le cerveau avait atteint sa limite de terreur il y a 1 heure. Tu en as 6 comme ça éparpillés dans la ville, entièrement approvisionnés, climatisés probablement avec des arsenaux cachés dans les murs. 9, corrigea Fabiano en retirant sa veste. Une déchirure marquait la manche, là où le verre l'avait frôlé, une petite tache de sang, là où un éclat avait entaillé son bras. Et les armes sont dans le sol, pas les murs. Les murs sont le premier endroit où les gens cherchent, évidemment. Ambre s'effondra sur un canapé en cuir qui devait coûter plus cher qu'un semestre à Columbia. Parce que je vis désormais dans une réalité où cette phrase a du sens. Rousseau avait disparu dans une autre pièce, son téléphone collé à l'oreille, coordonnant tout ce qu'on coordonne après qu'une équipe de tueurs professionnels a tenté de massacrer votre patron. Les gardes inspectèrent le périmètre parlant en italien de lignes de tir et de routes d'extraction. Et Ambre se retrouva seule avec Fabiano dans un espace soudain beaucoup plus petit qu'en apparence. « Tu devrais nettoyer ça, » dit-elle en désignant son bras. « Ce n'est rien, ça saigne à peine. Tu as un besoin pathologique de minimiser les blessures. Ou c'est un truc de macho italien. » Ses lèvres frémirent. Les deux. Elle se leva, avança avec la détermination d'une femme ayant passé 3 ans à servir des clients exigeants et sachant que les hommes puissants étaient essentiellement des enfants avec de meilleurs costumes. « Où est ta trousse de secours? Salle de bain, sous le lavabo. » Évidemment, c'est rangé. Je parie que ton arsenal est classé par ordre alphabétique aussi. Par calibre, en fait. Ambre revint avec une trousse de secours, qui tenait plus du bloc opératoire portable que du kit domestique, et pointa une chaise d'un geste impérieux. « Assieds-toi. » Contre toute attente, il obéit sans discussion. Elle retroussa doucement sa manche et examina la coupure pas profonde, mais irrégulière, le genre qui laisserait une cicatrice sans soins appropriés.
Elle désinfecta la plaie ses mains étonnamment stables, malgré l'adrénaline encore brûlante dans ses veines. « Tu es doué pour ça, observa-t-il. Ma mère a eu de la chimio pendant 3 ans. On apprend vite la médecine de terrain. Elle appliqua une pommade antibiotique. Ne bouge pas, je ne bouge pas. Tu t'agites, je ne m'agite pas. Si, comme un chat qui voit un laser. C'est un problème de contrôle. Tu ne supportes pas que quelqu'un d'autre prenne les commandes. Son regard accrocha le sien sombre amusé. Tu prends un plaisir fou à faire ça. Ce n'est pas souvent que je peux donner des ordres à quelqu'un qui a probablement le maire sur messagerie rapide. Elle termina le bandage avec l'efficacité d'une infirmière de traumatologie. Voilà. Essaie de ne pas te faire tirer dessus pendant au moins 24 heures. Ordre du docteur. Tu n'es pas docteur. J'ai un master en histoire de l'art. Ça me rend déjà plus compétente que WebMD. Elle se laissa tomber en arrière soudain, consciente de leur proximité. Alors, maintenant quoi? Fabiano se leva, alla chercher un ordinateur portable, pas un modèle grand public, quelque chose de blindé conçu pour l'usage sérieux, et le posa sur la table à manger, elle-même positionnée avec des lignes de tir parfaites vers l'ascenseur et l'escalier de secours. Tout est stratégique avec lui, pensa Ambre. Maintenant, dit-il en s'asseyant, on découvre qui essaie de nous tuer en commençant par chaque acquisition documentaire que j'ai faite ces 2 dernières années. Il déverrouilla l'ordinateur avec un mot de passe qui devait être l'équivalent numérique d'un coffre-fort militaire. Tu as dit que les faux étaient sophistiqués. Ça veut dire que celui qui les produit a accès à des matériaux authentiques, à des faussaires experts et à une connaissance précise de mes intérêts. Travail interne, dit Ambre s'asseyant à côté de lui. Le fichier affichait une base de données avec des centaines d'entrées-dates vendeurs, experts prix provenance. Ambre parcourut les lignes avec l'intensité concentrée qui avait fait d'elle une étoile académique. « Attends, » dit-elle en s'arrêtant sur un achat datant de 8 mois. « Celui-ci, la lettre des Médicis achetée à Florence. Qui l'a authentifiée? »« Elena, » répondit Fabiano, le visage se durcissant. « Mon avocate. Elle a une formation en droit de l'art de la Renaissance. » Les doigts d'Ambre volèrent sur le clavier. « Et celui-là, le manuscrit byzantin. Elena. L'acte vénitien d'il y a 6 mois. Elena encore. » Elle se tourna vers lui. « Fabiano, elle a authentifié 30% de tes acquisitions depuis 2 ans. » Le silence se tendit comme un fil. « Elle est avec moi depuis 7 ans, dit-il enfin d'une voix basse. Je lui fais confiance. » « Faisait, corrigea Ambre doucement. Au passé, parce qu'elle est soit incompétente, ce que je doute vu ses qualifications, soit compromise. » Fabiano se leva et marcha vers la fenêtre, sa silhouette découpée contre la skyline de Paris. La pluie avait cessé, laissant la ville brillante comme des bijoux éparpillés. « Mon père a bâti cet empire à partir de rien, » dit-il sa voix lourde sans être forte. Il est arrivé de Sicile avec $200 et une réputation qui ouvrait les portes et remplissait les cercueils. Tout ce que j'ai, chaque affaire, chaque connexion, chaque dollar, je l'ai hérité d'un homme qui ne faisait confiance à personne et qui a survécu grâce à ça. Il se tourna vers elle. Et moi, j'ai fait confiance à Elena. Ce qui fait de moi un idiot ou un faible. Probablement les deux. Ambre entendit la douleur derrière ces mots, le poids d'un héritage, la lutte pour être à la hauteur d'un fantôme, essayer d'être aussi dur que l'homme qui avait tout construit, tout en désirant secrètement être autre chose. « Tu n'es pas faible, » dit-elle doucement. « Tu es prudent. Ça n'a rien à voir. Les gens prudents ne se font pas trahir par leur propre avocate. Les gens prudents embauchent des authentificatrices brillantes qui repèrent des faux que tout le monde a manqués. » Elle s'approcha suffisamment pour voir les fines lignes de tension autour de ses yeux. « Tu n'as rien raté. C'est elle qui t'a trahi.
Et celui qui tire ses ficelles a fait une erreur critique. Laquelle? Ils ont supposé que tu n'embaucherais jamais quelqu'un de plus intelligent que tes propres experts. Elle sourit légèrement, surprise. Il rit fatigué mais vrai. Tu as un talent pour transformer une catastrophe en victoire. C'est un mécanisme de survie. Je détourne avec de l'humour et je fais des blagues inappropriées dans les moments de crise. J'ai remarqué. Ils restèrent là presque contre l'autre, partageant le même souffle, la ville scintillant en dessous comme une promesse ou une menace. L'adrénaline retombait, laissant derrière elle une conscience nouvelle, une connexion, cette chimie étrange, qui surgit quand deux personnes survivent ensemble à quelque chose de terrible. « Ambre, dit Fabiano doucement, pourquoi as-tu stoppé l'affaire, celle d'Il Palazzo? Tu aurais pu rester silencieuse, garder ton travail, rester invisible. » Elle pensa à mentir, à donner une réponse noble sur la vérité, l'éthique, l'intégrité. Mais ils avaient couru ensemble, saigné ensemble, fui des balles ensemble. Les mensonges nobles n'avaient plus leur place. « Parce que j'ai passé 3 ans à être invisible, dit-elle. 3 ans à faire semblant de ne pas être la personne la plus intelligente de chaque pièce. 3 ans à échouer dans la seule chose que je sais faire voir la vérité. Et j'avais tellement peur que si je restais silencieuse encore une fois, je disparaîtrais complètement. Je deviendrais le fantôme que je jouais. » Sa gorge se serra. Je n'ai pas parlé parce que j'étais courageuse. J'ai parlé parce que me taire était une autre forme de mort. Sa main monta, lui caressant le visage d'une douceur inattendue. Tu as peur constamment. Et tu le fais quand même. J'ai le choix. Amuretta, murmura-t-il ce surnom sicilien qui signifiait « petite lumière ». Tu as tous les choix. Tu pourrais fuir, disparaître, redevenir invisible. Son pouce effleura son pommette. Mais tu ne le feras pas. Comment le sais-tu? Parce que tu es comme moi. Sa voix devint rauque, intime. Tu préfères mourir visible que vivre comme un fantôme. Le moment se tendit entre eux, électrique, dangereux, inévitable. Sa main était toujours sur son visage. Son cœur tambourinait. L'espace entre eux s'était réduit sans qu'aucun ne sache quand. « C'est une idée terrible, » murmura Ambre. « Probablement la pire de ma semaine. Nous sommes dans une safe house parce que des gens essaient de nous tuer. Ça rend les choses pires ou meilleures, selon la perspective. Je travaille pour toi. Ça viole environ 12 règlements RH. Je n'ai pas de RH. Ce n'est pas un argument. » Il sourit lentement, dangereusement, le sourire d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait et qui va le faire quand même. « Dis-moi de m'arrêter. » Elle devrait. Elle le savait. C'était fou, dangereux, catastrophique. Mais son corps avait oublié comment respirer. L'explosion secoua le bâtiment comme si un géant l'avait percuté. Les fenêtres vibrèrent, les lumières vacillèrent des alarmes et des klaxons hurlèrent en contrebas. En un instant, Fabiano passa de presque amant à bouclier humain. Il tira Ambre derrière lui. Rousseau surgit, arme au poing. Capot parking, voiture piégée, 3 étages dessous, des victimes. Nos hommes vérifient, mais... Son expression devint sombre. Capot, ils nous ont trouvés. Ils ont trouvé la safe house. Le sang d'Ambre se glaça. Un safe house est secret. Seuls les membres du noyau dur en connaissent l'adresse. Confirmation de l'intérieur, dit Fabiano, la voix tranchante. Quelqu'un leur a dit où nous étions. Combien de personnes connaissaient l'emplacement? 7, répondit Rousseau. Toi, moi, les gardes. Il hésita. Et Elena. Je l'ai appelée quand on a changé de lieu. Protocole habituel. Le silence qui suivit fut absolu. Fabiano sortit son téléphone, appela Elena d'une voix glaciale. « Elena, il faut parler. Maintenant. »
puis rangea l'appareil et dit à Ambre de prendre ses affaires, car il partait discuter du prix d'une trahison. Avec son avocate, un avertissement qui lui fit comprendre que dans le monde de Fabiano, la confiance brisée n'était pas seulement douloureuse, mais potentiellement mortelle. Ils n'arrivèrent jamais jusqu'à Helena, car c'est elle, ou plutôt les conséquences de ses actes qui les trouva en premier. Le deuxième safe house à Montmartre était un loft industriel, converti en panic room minimaliste. Et après exactement 43 minutes, le courant fut coupé net, le genre d'obscurité totale qui n'a rien d'un accident. Rousseau jura Fabiano, annonça que la ligne de gaz avait aussi été coupée, preuve d'une équipe professionnelle. Il donna une arme à Ambre en lui apprenant en 10 secondes comment tirer avant d'analyser les issues. Lorsqu'un cocktail Molotov traversa la fenêtre et mit le loft en flammes, juste avant que 3 hommes en tenue tactique n'envahissent les lieux, ce qui déclencha un échange de tirs assourdissant dans lequel un garde fut blessé et où Fabiano riposta avec une précision glacée. Au milieu du chaos, Ambre remarqua le casier à vin, rempli de bouteilles d'alcool, se souvint d'un conseil de guerre médiéval de sa mère. Cria qu'on la couvre. Improvisa des cocktails Molotov avec une efficacité surprenante et en lança 3 qui forcèrent les assaillants à reculer, achetant le temps nécessaire pour atteindre la fenêtre est. Elle aida le garde blessé à marcher. Rousseau sortit le premier, puis le blessé, puis Ambre. Et c'est alors qu'un tireur embusqué sur le toit attendit patiemment le bon angle pour tirer sur Fabiano. La balle lui traversant l'épaule et le faisant pivoter avant qu'il ne s'effondre. Le sang s'étalant rapidement sur sa chemise blanche, tandis qu'Ambre, voyant sa chute au ralenti, sentit son réflexe de survie et tout son entraînement prendre le dessus. 3 années passées à observer les infirmières de sa mère, à apprendre à rester calme quand tout s'effondrait à fonctionner, quand le monde prenait feu, tout cela revint d'un coup. Ambre attrapa Fabiano, le tira avec une force qu'elle ne se connaissait pas, le fit passer par la fenêtre jusqu'à l'escalier de secours, tandis que les marches métalliques résonnaient sous les pas des assaillants qui montaient. « Pression », dit-elle d'une voix étonnamment stable. « Je dois arrêter le saignement. »« Ambre, taisez-vous, je me concentre. » Elle lui arracha sa veste, puis sa chemise, révélant la plaie-balle traversante haute sur l'épaule, l'artère intacte. « Merci, mon Dieu. » Mais le sang coulait abondamment. Elle appliqua son écharpe dessus et appuya fort. Il grimaça. « Félicitations, » dit-elle l'humour, comme bouée de sauvetage. « Tu ne meurs pas pendant mon service. Je refuse d'avoir ancien employeur décédé pour cause de mauvaises décisions de vie sur mon CV. » Malgré la douleur, malgré le sang, malgré tout, il rit faiblement, mais réellement. « Dio mio, tu es folle. Je suis ingénieuse. Nuance. » Elle noua l'écharpe en bandage compressif. « Tu peux marcher. J'ai le choix. » Non. Rousseau réapparut sombre. Voiture à 2 rues. On bouge maintenant ou jamais. La suite fut floue descente d'escalier de secours ruelle, puant la pluie et les ordures Fabiano, s'appuyant sur elle plus qu'elle ne l'aurait cru possible, lui confiant son poids à sa vie. Derrière eux, les assaillants. Au loin des sirènes, la ville basculant du refuge au champ de bataille. Ils atteignirent la voiture, une autre banale, mais rapide. Rousseau conduisait comme s'il postulait pour la Formule 1. Ambre gardait la pression sur la blessure, les mains couvertes de sang, l'esprit étrangement clair. « On va où ?»« Montmartre Marine Terminale », répondit Rousseau. « Vieil entrepôt, une des propriétés d'origine de la famille. » Il jeta un œil à Fabiano. « Capot, ça va? J'ai connu mieux, j'ai connu pire. » Fabiano regarda Ambre. « Tu as lancé des cocktails Molotov. J'étais inspiré. Tu as sauvé la vie de Marco. Je l'ai aidé. Tu n'es pas ce que j'attendais. Est-ce un compliment ou tu hallucines à cause de la perte de sang? »
Il sourit fatigué mais sincère, les deux. L'entrepôt sentait l'huile et le poisson. Rousseau avait prévenu 6 hommes armés, attendaient un visage fermé. Ils installèrent Fabiano sur une table qui avait clairement servi à pire que de la médecine d'urgence. Une trousse de soins militaires apparut sutures antibiotiques analgésiques non réglementaires. Ambre nettoya la plaie, la recousit avec des mains presque stables toutes ces années, à regarder les procédures médicales de sa mère, enfin mises à profit d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Tu es doué, » dit Fabiano doucement. « J'ai des motivations pour t'éviter de mourir. » Elle noua le dernier point. « Et tu me dois encore 3 mois de salaire et une excellente assurance santé. Je ne peux pas encaisser si tu meurs. » Toujours pratique. Quelqu'un doit l'être. Rousseau entra téléphone en main, expression meurtrière. Capot, on a trouvé Elena. Chez elle, comme si de rien n'était. Il montra quelque chose à l'écran, transfert bancaire, message crypté, un fil d'Ariane numérique que quelqu'un avait mal dissimulé. Et au centre, un nom qui fit geler le visage de Fabiano. « Cristiano », dit-il. Un murmure lourd de trahison, de fureur, et peut-être de chagrin. « Ton cousin », demanda Rousseau, sans vraiment poser la question. « Mon cousin », la mâchoire de Fabiano se contracta. Il a commandé les faux, utilisé Elena pour les valider, essayé d'installer des traceurs dans ma collection et tenté de me tuer quand ça a échoué. Depuis quand? 2 ans, peut-être plus, dit Rousseau. Il prépare un coup, alliance avec d'autres familles. Il veut prendre ta place. Le silence, dans l'entrepôt, pesa comme du plomb. « Où est-il » demanda Fabiano calmement. Elena a parlé. Il est au vieux domaine Pinto, à Levallois-Perret, celui que ton père t'a laissé. Rousseau eut un rictus sombre. Il fait une déclaration. Il pense avoir déjà gagné. Fabiano se leva avec prudence, mais debout malgré tout. Ambre aurait voulu lui dire de se rasseoir, de se reposer, qu'il s'était fait tirer dessus moins d'1 heure plus tôt. Mais elle vit son visage et sut que rien ne l'arrêterait. « Rassemble tout le monde, » dit-il d'une voix calme et mortelle. « Tous ceux en qui on a confiance. Tous ceux loyaux à la mémoire de mon père. On termine ça ce soir. » Capot, Stacera. Ce soir, il a essayé de te tuer. Et il a essayé de la tuer, elle. Ses yeux trouvèrent ceux d'Ambre, et elle y vit quelque chose de terrible et protecteur à la fois. Ça s'arrête maintenant. Ambre aurait dû avoir peur, aurait dû demander à être mise en sécurité, à être tenue loin de ce qui allait arriver. Au lieu de cela, elle se leva. « Je viens avec toi, Fabiano. Tu as dit que j'étais le seul témoin en qui tu avais confiance. Tu as besoin de moi là-bas. » Elle leva le menton, convoquant toute l'obstination qu'il avait portée à travers Columbia, 3 ans de service des balles et du feu. Et quelqu'un doit s'assurer que tu n'arraches pas tes points de suture. Ordre du médecin. Fabiano la fixa longtemps, puis impossiblement sourit. « Sei pazza, tu es folle. Tu saignes sur mon travail. Nous sommes 2 catastrophes. » Elle attrapa sa veste. « Allons affronter ton cousin traître, avant que je me rappelle que je suis censé être terrifié. » En marchant vers les voitures, vers ce que la nuit leur réservait, Fabiano attrapa la main d'Ambre, la serra une fois promesse ou prière, elle ne savait pas. « Merci, dit-il doucement, de ne pas m'avoir laissé mourir. »« Remercie-moi quand ce sera fini, » répondit Ambre. « Et tu m'offres le dîner le plus cher de Paris dans un endroit sans snipers ni explosions. » Marché conclu. Ils roulèrent vers Levallois-Perret, vers l'ancien domaine Pinto, vers la confrontation finale, avec une trahison, portant un visage familier. Et Ambre Rogers, érudite, devenue guerrière par accident, comprit que certaines vérités valaient plus que la survie. Certaines valaient tout. Le domaine Pinto ressemblait à un décor de roman gothique.
Portails en fer forgé, jardins envahis atmosphère, où les secrets de famille venaient pourrir et parfois tuer. Le manoir était sombre, excepté l'aile haie, où la bibliothèque flamboyait de lumière. Une invitation, un défi, la scène du dernier acte. Il veut un public, grogna Rousseau en vérifiant son arme. Il croit avoir déjà gagné. Peut-être oui, murmura Fabiano, l'épaule bandée sous une chemise propre qu'il refusait de salir davantage avec des analgésiques. Le manque de sang le rendait pâle dans la lumière du tableau de bord. Peut-être que ça devait toujours finir ici. Non, coupa Ambre sèchement. Pas de monologue tragique. On entre dans un piège évident et j'ai besoin que tu sois concentré, pas dramatique. Il sourit malgré tout. Oui, docteur. Ils avaient amené 6 hommes tous loyaux au père de Fabiano, tous armés et impatients d'en finir. Mais Fabiano avait été clair. C'est entre Cristiano et moi. Vous êtes le soutien, pas l'événement principal. Ambre avait son téléphone dans sa poche, application d'enregistrement lancée. Quoi qu'il arrive, il y aurait des preuves. La vérité survivrait même s'il ne le faisait pas. Les médiévistes ne couraient pas vers le danger, pensa-t-elle. Ils restèrent dans des monastères à se plaindre de la qualité du parchemin. Pourquoi je ne suis pas devenue une universitaire normale? Parce que les universitaires normaux ne sauvaient pas des chefs mafieux des faux documents et ne tombaient certainement pas amoureuses d'hommes dangereux avec des blessures par balle et des problèmes de confiance. Tomber amoureuse vraiment. Son cerveau insista. On appelle ça comme ça maintenant, tais-toi. Crise existentielle plus tard, survie maintenant. La porte d'entrée était déverrouillée. Encore un message. Entre, je t'attends. Ils traversèrent le manoir, comme des fantômes lustres poussiéreux, portraits familiaux aux yeux accusateurs, escaliers grinçants chargés de secrets. La porte de la bibliothèque était ouverte. La lumière chaude et traîtresse s'en échappant. Fabiano s'arrêta sur le seuil. 2 minutes, dit-il à Rousseau. Si ça tire avant, c'est que la diplomatie a échoué. Capot 2 minutes. Puis à Ambre, reste derrière moi. Évidemment, je suis petite et fragile. Tu es grand et récemment à l'épreuve des balles. Il faillit rire. Il entra. Ambre le suivit son téléphone enregistrant tout. Cristiano Pinto était assis dans un fauteuil en cuir comme sur un trône. Plus jeune que Fabiano, 28 ans, même très aiguisé, mais plus doux comme une statue, pas tout à fait terminé. Beau d'une beauté qui lui avait probablement tout donné, jusqu'à ce qu'il rencontre quelque chose qui ne se laissait pas charmer. Il tenait une arme avec nonchalance comme un verre de vin. « Cugino », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Cousin, tu as l'air affreux. On t'a tiré dessus. » « On a essayé. » répondit Fabiano en avançant pour se placer entre lui et Ambre toujours le bouclier. « Tes hommes, je suppose ?»« Mes hommes, » répéta Cristiano, sourire élargi. « J'aime le son de ça. Mes hommes. Comme si je construisais quelque chose. Et c'est ce que je fais en fait. Je construis ce qui aurait dû être à moi depuis le début. Papa m'a laissé les affaires. Papa t'a laissé tout. » Le charme craqua, révélant la rage dessous. Cristiano explosa de rancœur, accusant Fabiano d'avoir reçu l'héritage, le pouvoir, le respect, tandis que lui n'avait eu qu'une allocation et une place à la table des enfants. Il se leva arme pointée, affirmant qu'il était plus âgé, plus intelligent, mieux éduqué, mais jamais l'héritier préféré. Fabiano comprit les faux documents. Les traceurs, les tentatives d'assassinat venaient de là de la jalousie et de l'ambition. Cristiano l'accusa de faiblesse, de vouloir légitimer les affaires plutôt que de régner par la peur, comme leur père, tandis que Fabiano répliqua qu'il essayait simplement de les garder vivants. Cristiano avoua avoir manipulé Elena, profita de ses dettes et de son amour pour Fabiano, et expliqua comment il comptait tuer son cousin
éliminer Ambre, faire accuser une famille rivale et reprendre le contrôle. Le tir partit. Fabiano tenta de protéger Ambre qui plongea de côté à temps. Le chaos explosa dans la bibliothèque lorsque Rousseau et les hommes loyaux de Fabiano affrontèrent ceux de Cristiano. Les livres rares volèrent en éclats. Ambre se cacha derrière un bureau, tandis que Cristiano surgit, arme pointée sur son visage. Elle lui parla en sicilien, parfait, le traitant de lâche, incapable même de trahir correctement, gagnant du temps et semant le doute en lui. Sa voix resta ferme lorsqu'elle affirma que Fabiano n'était pas faible, mais assez fort pour faire confiance en dehors du sang, contrairement à lui prisonnier de sa propre haine. Cristiano, troublé, leva son arme pour tirer. Fabiano surgit derrière lui comme une ombre. Cristiano pivota, le canon se détourna d'Ambre pour viser Fabiano, l'instant suspendu entre deux battements de cœur alors que toute la pièce retenait son souffle. Ils n'étaient qu'à quelques pas, l'un de l'autre, assez proches pour reconnaître leur ressemblance familiale et pour comprendre que c'était l'aboutissement d'une tragédie ancienne. « Ne fais pas ça », murmura Fabiano, mais Cristiano tira. Tout se figea. Ambre vit l'éclair du tir Fabiano s'effondrer, le sang s'étendre trop vite. Un hurlement lui échappa sans qu'elle s'en rende compte, et poussée par 3 années d'invisibilité et de rage contenue, elle se jeta sur Cristiano avec une férocité qu'elle ne se connaissait pas. Ils tombèrent au sol, l'arme glissa hors de portée, puis Rousseau surgit pour maîtriser Cristiano, pendant qu'Ambre rampait vers Fabiano, pressant ses mains contre la blessure thoracique en répétant « Non, tu n'as pas le droit de mourir, tu me dois un dîner hors de prix. » Fabiano ouvrit les yeux, tenta un sourire, réussit une grimace amusée, murmura qu'elle avait ruiné sa réunion et elle répondit qu'elle lui avait sauvé la vie. Les larmes coulant pendant qu'elle le suppliait de rester réveillé. Il pressa sa main et confessa dans un souffle « Je t'aime », simple et vrai, avant de fermer les yeux de nouveau, déclenchant le cri d'Ambre, tandis que Rousseau appelait les secours et que les hommes tentèrent de le ranimer. Elle tenait sa main devenue glacée et sentit avec une impuissance totale que tout son savoir et toutes ses compétences ne servaient à rien pour empêcher l'homme qu'elle aimait de glisser entre ses doigts. 6 semaines plus tard, les journaux parlaient du démantèlement d'un vaste réseau international de faussaires, mais Ambre ignorait tout cela. Elle avait quitté Il Palazzo et l'annonçait à sa mère qui retrouvait lentement la santé. Lorsqu'Ambre expliqua qu'elle devenait consultante culturelle pour une collection privée avec un salaire astronomique, Helena Rogers la fixa avec suspicion et exigea de savoir qui payait autant. Puis elle évoqua le très bel Italien, qui envoyait des fleurs chaque semaine, affirmant qu'un tel geste nécessitait forcément une rencontre. Elle plaisanta sur sa maladie pour imposer ses propres règles, avant d'adoucir sa voix, en assurant que le traitement fonctionnait et qu'elle comptait bien vivre assez longtemps pour embarrasser sa fille. Et cela incluait évidemment rencontrer cet homme mystérieux. « Dîner dimanche », dit Ambre. « Mais, je te préviens, il est intense. »« L'intensité, je gère », répondit sa mère. L'ennui serait impardonnable. Le penthouse de la Défense avait été reconstruit, nouvelles fenêtres blindées, nouvelle sécurité, assez de caméras pour rendre Big Brother jaloux, et de nouvelles œuvres d'art, toutes authentifiées par Ambre elle-même. Depuis 6 semaines, elle avait passé chaque jour à revoir la collection de Fabiano. 42 pièces étaient dans des faux certaines, si sophistiquées qu'il lui avait fallu des jours pour repérer les erreurs. 7 autres étaient authentiques, mais modifiées leur provenance, améliorées par une fraude subtile. Perte totale, 73 millions de dollars. Fraude évitée, impossible à calculer. Cristiano était en détention fédérale, accusé de complot-fraude et tentative de meurtre. Helena, l'avocate traîtresse, avait obtenu un accord en échange de son témoignage. Le réseau de faussaires s'étendait sur 3 pays et impliquait 2 universitaires respectés. Tout avait commencé parce qu'une serveuse avait remarqué un seau inversé.
Cette même serveuse se tenait maintenant sur un balcon à 42 étages au-dessus de Paris, observant la pluie de novembre tomber comme un rideau qui clôt un acte et en ouvre un autre. La porte du balcon s'ouvrit derrière elle. Elle reconnut les pas, la présence qui faisait encore battre son cœur de travers. « Tu penses trop fort », dit Fabiano en la rejoignant. Il avait guéri la blessure à l'épaule, n'était plus qu'une cicatrice. La blessure au torse nécessitait une chirurgie et des semaines de récupération qu'il avait traversées avec la patience d'un tigre en cage. « Je ne pense pas, je broie du noir. »« Ce n'est pas pareil, » répondit Ambre. « Quelle est la différence? Penser est productif. Broyer du noir est esthétique. » Il portait un pull noir et un jean, une simplicité qui le rendait étrangement plus dangereux encore. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle. « Comme un homme qui a reçu 2 balles et assez d'orgueil pour s'en plaindre, » dit-il en souriant. « Grâce à toi. Grâce à la médecine moderne et à ton constitution quasi surnaturelle, » répliqua-t-elle. « Moi, je t'ai juste gardé conscient, avec des menaces et du sarcasme. Ton sens des soins est catastrophique. Je ne suis pas infirmière. Je suis consultante culturelle. Très différent. » Il s'approcha suffisamment pour qu'elle sente son parfum. « Tu travailles pour moi parce que tu es brillante. Tu restes parce que tu le veux. Présomptueux. Exact. » Il lui replaça une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Tu pouvais partir il y a 6 semaines. Le maître t'a appelé. Christie's aussi. 3 universités t'ont proposé un poste. Et pourtant, tu es toujours là. Le salaire est excellent. Et la compagnie n'est pas terrible. Cette compagnie s'est fait tirer dessus pour moi. Cette compagnie prendrait une balle pour toi encore. » Son regard devint sérieux. Je pensais chaque mot que j'ai dit à la bibliothèque. « Tu perdais du sang, » répondit-elle doucement. « Les gens disent des choses. » Je le pensais. Tu n'es pas invisible, Ambre. Tu ne l'as jamais été. Depuis le moment où tu as dit « c'est un faux », alors que tous mentaient. Il entrelaça ses doigts aux siens. Je savais que tu étais extraordinaire. Je ne le suis pas. Je vois juste ce qui sonne faux. Tu es quelqu'un qui dit la vérité au pouvoir même quand ça lui coûte tout. C'est plus rare que tu ne crois. Rare assez pour mériter un salaire à 6 chiffres et quelques menaces de collectionneurs vexés. Rare assez pour apprendre à faire confiance à un homme qui ne faisait confiance à personne. Il l'attira contre lui, sa main caressant sa joue. « Je t'aime, Ambre Rogers. Je t'ai aimé quand tu as corrigé mes experts. Je t'ai aimé quand tu as lancé des cocktails Molotov. Je t'ai aimé quand tu m'as gardé conscient en insultant mes choix de vie. Je t'aime, présent, continu, sans date d'expiration. » La pluie tombait plus fort, transformant Paris en aquarelle, les lumières en constellations. « Je t'aime aussi, » murmura Ambre, la vérité la plus facile qu'elle ait jamais dite. Même si tu es un ancien chef mafieux avec des problèmes de contrôle et un talent pour te faire tirer dessus. Ancien chef mafieux, corrigea-t-il, je deviens légitime. Tu es une terrible influence. Je suis une excellente influence. Tu n'es juste pas habitué à avoir une conscience. Je ne suis pas habitué à t'avoir, toi. Il posa son front contre le sien. Ne pars pas. Je n'en ai pas l'intention. Quelqu'un doit t'empêcher d'acheter de faux Bacelli. C'est la seule raison. Ça et l'excellente assurance santé. Elle sourit. Et peut-être aussi parce que je suis amoureuse de toi. Mais surtout pour l'assurance santé. Il éclata de rire, un vrai rire chaleureux, celui d'un homme qui avait survécu au bal à la trahison et à ses propres démons pour trouver quelque chose qu'il n'attendait plus, de la joie de l'espoir, un avenir qui ne reposait plus sur la peur de se retourner sans cesse. Derrière eux, elle entendit le tintement discret de verre Rousseau avait laissé du champagne, apparemment même un concilier impitoyable.
approuvait les romances lorsqu'elles impliquaient deux personnes qui avaient saigné ensemble. Fabiano prit les verres et revint sur le balcon où Ambre l'attendait sous la pluie. Il lui entendit un garde à l'autre et porta un toast. À la serveuse qui a dit « C'est un faux ». Ambre leva son verre, son sourire brillant, presque autant que les lumières de la ville. Au chef mafieux qui a écouté. Ils burent. Le champagne était exceptionnel, probablement plus cher que son ancien loyer mensuel. Mais tout dans le monde de Fabiano était d'excessif, dangereux, somptueux, et elle n'aurait rien voulu changer. Il posa son verre, prit le sien, les déposa tous les deux, puis l'attira contre lui. Son baiser avait le goût de pluie de champagne et de promesses tenues. Le goût de la vérité désordonnée, compliquée, mais absolument précieuse. La ville scintillait sous leurs pieds, 8 millions de vies en mouvement, sans savoir qu'à un balcon de la Défense, une historienne et un criminel repenti écrivaient leur propre fin, ou peut-être leur début. La vérité, c'était qu'Ambre Rogers avait cessé d'être invisible le jour où elle avait choisi de parler, et que Fabiano Pinto avait cessé d'être seul le jour où il avait choisi d'écouter. Tout le reste. L'argent, le danger, les gros titres n'étaient que des détails. Ce qui comptait, c'était cette femme qui avait osé dire la vérité, et cet homme assez sage pour la chérir plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. Tandis que la pluie tombait, que les lumières de la ville vibraient et que le champagne s'éventait parce qu'ils étaient trop occupés à s'embrasser. Ambre repensa aux mots de sa mère. La vérité ne négocie pas, Ambre. Elle est. Elle avait eu raison, car l'amour, comme l'art authentique, ne se forge pas, il se reconnaît, se protège, se chérit. Le reste n'est que contrefaçon coûteuse. 3 mois plus tard, Le Monde publia un article discret. En page B7, l'homme d'affaires italo-américain Fabiano Pinto annonce la création de la fondation Helena Rogers pour les études de la Renaissance. Un programme de bourse destiné aux étudiants spécialisés dans l'authentification et la préservation de documents historiques. La fondation sera dirigée par la Dr. Amber Rogers, dont l'expertise a récemment permis de démanteler l'un des plus grands réseaux de faussaires de ces dernières décennies. Interrogé, Fabiano déclara simplement « La vérité mérite d'être protégée. Voici comment nous la protégeons. » L'article comportait une photo, Fabiano et Ambre, lors de l'inauguration, son bras autour de sa taille, sa tête contre son épaule, tous deux souriant à quelque chose hors champ. Ils avaient l'air, penserait un observateur attentif, de 2 personnes ayant survécu à l'indicible et en étant ressorties plus fortes. Ils semblaient, dirait un observateur, encore plus fin amoureux. Ils vont tellement bien ensemble, déclara plus tard la mère d'Ambre en encadrant l'article. Et cette fois, tout le monde disait la vérité. Ambre avait commencé invisible et avait fini par être vue. Fabiano avait commencé seul et avait fini aimé. Et vous venez de vivre une histoire sur la vérité, le courage et ce genre d'amour qui mérite qu'on se batte pour lui. Rejoignez-nous, cliquez sur s'abonner, explorez nos autres vidéos et continuons à raconter des histoires bases qui comptent.